Saurais-tu me dire quel est le point commun entre un back squat, un leg curl allongé à la machine et une planche horizontale? A priori, il n'y en a aucun. Et pourtant, ces mouvements possèdent tous un pattern d'exécution en commun qui est que lorsque tu les exécutes, tu dois être capable de conserver ton bassin en position neutre. Au back squat, tu dois conserver un bon alignement entre ton bassin, ta cage thoracique et ta tête afin de protéger ta colonne vertébrale. Au leg curl allongé, tu dois éviter de laisser ton bassin partir en antéversion, sinon tu vas tout sentir dans le bas du dos au lieu des fesses et des ischios. Et enfin, à la planche horizontale, tu dois être capable d'effectuer et de maintenir ton bassin en rétroversion tout au long du mouvement pour ne pas creuser le bas du dos et mieux engager ta sangle abdominale. Si je prends cet exemple, c'est pour te montrer que malgré le fait qu'il s'agisse de 3 exercices totalement différents, ils possèdent tous une base commune, un mouvement fondamental en commun, à savoir le placement et le maintien de ton bassin dans une position relativement neutre. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et cela fait 20 ans que je pratique la musculation et 10 ans que je l'enseigne. À la longue, je me suis rendu compte, notamment à travers les programmes d'entraînement que j'envoie à mes clients et à mes clientes, que d'un exercice à un autre, les consignes d'exécution étaient sensiblement similaires. Bien sûr, chaque exercice possède ses propres spécificités techniques, mais il existe tout de même un socle de patterns techniques communs, une base de fondamentaux techniques universels, valables pour 70 à 80% des exercices. Et ce sont précisément ces principes fondamentaux que je souhaite t'enseigner correctement dans la vidéo d'aujourd'hui. Ces fondamentaux sont au nombre de 5 et si tu les maîtrises, je peux t'assurer que tu progresseras beaucoup plus vite tout en réduisant significativement tes risques de blessures. Pour être honnête, j'aurais adoré il y a 15-20 ans qu'un coach vienne me voir pour me les enseigner. Ça m'aurait épargné bien des galères. Donc profites-en, surtout si tu es jeune. Une blessure est très vite arrivée et je trouve de toute façon qu'il est bête de ne pas exploiter ton plein potentiel de force à cause d'une technique déficiente qui pourrait être facilement améliorée. Bref, on commence, mais juste avant, je dois te parler d'un truc important. Le principe de la chaîne cinétique. Ton squelette est constitué d'un empilement d'os imbriqués les uns dans les autres. Ces os sont mis en mouvement par tes muscles au niveau de tes articulations. On distingue plus de 300 articulations dans le corps humain, mais pour les besoins de cette vidéo, on ne va se concentrer que sur les 5 principales. D'1, les chevilles, de 2, les genoux, de 3, les hanches, de 4, les vertèbres et la colonne vertébrale, et de 5 enfin, les épaules. Puisque ces articulations sont empilées les unes sur les autres, on peut en déduire que la stabilité et la mobilité individuelle de chacune de tes articulations va dépendre de la stabilité et de la mobilité des articulations situées en dessous. En fait, c'est comme dans un château de cartes. Si l'une des cartes situées à la base de ton château est instable, alors l'ensemble de la structure de ton château va vaciller et tôt ou tard, il risque de finir par s'écrouler. Eh bien, avec ton corps, c'est pareil. Si l'une de tes articulations manque de mobilité et ou de stabilité, alors toute la structure articulaire située au-dessus s'en trouvera automatiquement affectée et ou déstabilisée. Le principe de la chaîne cinétique, c'est ça. Si ta chaîne cinétique est efficace, alors le transfert d'énergie mécanique du bas de ton corps vers le haut de ton corps s'effectuera de manière efficace pour te permettre de réaliser des mouvements fonctionnels et efficients. Tu performeras alors au maximum de tes capacités. En revanche, si n'importe quel maillon de ta chaîne cinétique est fragile, alors le transfert de force vers les segments adjacents de ton corps fera que d'autres composants de ta chaîne devront augmenter leur contribution pour compenser cette perte d'énergie et te permettre de réaliser le mouvement. En d'autres termes, tu vas compenser. Or, les compensations sont reconnues depuis longtemps comme un facteur de risque de blessure en tout genre. Pathologie à l'épaule, lombalgie, dorsalgie, hernie discale, sciatique, entorse ou encore fracture de fatigue sont très souvent le corollaire direct ou indirect d'un manque de mobilité et ou de stabilité au niveau articulaire. Donc si tu ne veux pas te blesser et pouvoir performer au top de tes capacités, tu dois optimiser ta mécanique articulaire et pour ce faire, maîtriser 5 petits gestes techniques hyper important en musculation, en haltérophilie et en crossfit. Je ne vais pas te présenter ces fondamentaux dans le désordre, mais articulation par articulation en partant de la base, c'est-à-dire du sol, et en remontant progressivement vers ta tête. Je vais par la même occasion en profiter pour t'expliquer ce que ton coach ou ta coach veut dire quand elle te dit ou il te dit « mets-toi en position neutre » ou « gaine les abdominaux », car c'est pas toujours très clair et ça veut pas toujours nécessairement dire ce que ça semble vouloir dire. Non mais allô. D'1, le trépied. Dans la bouche de ton coach, ça ferait « créer une arche sous tes pieds ». Alors la base d'un corps stable, ce sont les pieds.
En tant que bipède, il s'agit de notre premier point de contact avec le sol. Des pieds stables vont conférer de la stabilité à l'ensemble de ta structure articulaire, tandis que des pieds instables vont automatiquement compromettre la stabilité de l'ensemble, à l'instar d'un pont dont les piliers seraient brinque-ballants. Par exemple, si l'un de tes deux pieds ou tes deux pieds s'affaisse et que ta voûte plantaire s'aplatit, ton ou tes genoux vont automatiquement glisser vers l'intérieur et partir en valgus lorsque tu étends les jambes. Or, en plus de compromettre ton transfert de puissance, cette torsion interne de tes genoux augmente significativement tes risques de te blesser, notamment au niveau des ligaments croisés et latéraux. Et c'est pourquoi lorsque tu effectues n'importe quel mouvement debout, comme du soulevé de terre ou du squat, il est primordial que tes pieds restent stables et pour ce faire, que tu maintiennes leur voûte plantaire naturelle. Il faut que tes pieds forment un trépied. Le trépied désigne les 3 points de contact que tes pieds doivent garder avec le sol lorsque tu réalises n'importe quel mouvement debout. Ces 3 points de contact sont d'1, la base de ton talon, de 2, la base de ton gros pouce, et de 3, la base de ton petit pouce ou la tête du 5e métatarse. Lorsque tu réalises un squat, un épaulé jeté ou un développé militaire, le poids de ton corps et la charge que tu soulèves doivent être équitablement distribués sur chacun de ces 3 points en contact avec le sol, afin que ton pied reste stable et que l'ensemble de ta chaîne cinétique le soit à son tour. Pour effectuer un trépied parfait, je te recommande d'effectuer tous tes mouvements debout, pieds nus, à l'exception peut-être des mouvements olympiques. Une fois déchaussé, enfonce tes 2 talons dans le sol, puis écarte un maximum tes doigts de pied les uns des autres. À partir de là, agrippe le sol avec les orteils en essayant de ramener tes gros pouces vers tes talons. Attention, il ne s'agit pas de fléchir le pied, mais de tirer sur le sol avec tes gros pouces. Une petite arche devrait automatiquement se former sous tes pieds. Une fois cette petite arche créée, ancre bien tes genoux et tes hanches dans le sol en effectuant une légère rotation au niveau de tes fémurs. Cette rotation externe va te permettre d'activer l'un des muscles les plus puissants de ton corps, à savoir ton muscle fessier. En participant au mouvement, tes fessiers vont alors te permettre de déployer ton plein potentiel de force. 2. Le hip hinge. Dans la bouche de ton coach, ça ferait « fais basculer tes hanches vers l'arrière ». Le hip hinge, qu'on pourrait traduire par « bascule des hanches », désigne le mouvement coordonné de tes fesses, de tes ischio-jambiers et de tes érecteurs spinaux, autrement dit le mouvement coordonné des muscles de ta chaîne arrière, pour produire une extension au niveau de tes hanches. C'est un mouvement qui intervient sur un très grand nombre d'exercices de base, du soulevé de terre au squat, en passant par les fentes, les sauts, le kettlebell swing, le good morning, l'épaulé jeté, l'arraché ou encore les hyper-extensions au banc à lombaire. À ce titre, il est fondamental de le maîtriser. Sur tous ces mouvements, tes hanches sont en effet censées faire le plus gros du travail. Le hic, c'est que très souvent, trop souvent même, tes lombaires interviennent de manière excessive pour compenser ton manque de mobilité au niveau des hanches, lui-même souvent causé par le fait que tu restes assis trop longtemps durant la journée. Or, en plus de limiter ton potentiel de puissance, cette compensation parasite du bas de ton dos t'expose à des blessures de merde au niveau des vertèbres lombaires, au premier chef desquelles la redoutable hernie discale et son non moins redoutable corollaire, la sciatique. Et c'est pourquoi une bonne biomécanique d'extension de la hanche est primordiale si tu veux protéger ta colonne vertébrale et conserver une posture adéquate tout au long de tes mouvements. Pour cela, tu dois apprendre à effectuer un hip hinge. Fléchis légèrement les genoux. J'insiste légèrement, il ne s'agit pas de plier tes genoux à 90 degrés, mais de les déverrouiller légèrement. À ce stade, beaucoup font l'erreur de plier les genoux puis d'envoyer leur bassin vers l'arrière, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Tu dois d'abord envoyer tes hanches vers l'arrière en imaginant que tu pousses un mur avec les fesses, puis ensuite légèrement fléchir les genoux. En gros, 90% de ton hip hinge doit se situer au niveau de tes hanches et seulement 10% au niveau de tes genoux. Il est également importantissime que tu conserves ta colonne vertébrale en position neutre et que tu ne cherches pas à descendre trop bas afin de ne pas arrondir le bas du dos. Normalement, avec un bon hip hinge, tu devrais beaucoup plus sentir tes fesses. Si malgré ça, tu n'arrives pas à les ressentir, ni tes ischio-jambiers quand tu squattes ou fais du soulevé de terre, c'est que tu souffres probablement d'amnésie musculaire du fessier. Dans ce cas, je t'invite à les préactiver en effectuant ces air squats par palier avec une mini bande élastique autour des chevilles ou ces offset deadlift avec glute band autour des genoux. Je t'ai montré comment t'y prendre dans ces 2 shorts. 3. La colonne en position neutre. Dans la bouche de ton coach, ça ferait
garde le dos droit. Si on t'a déjà dit garde le dos en position neutre ou garde le dos droit quand tu effectues un exercice comme de la planche horizontale ou du squat, tu t'es probablement dit qu'il fallait que tu gardes le dos plat. Mais c'est pas tout à fait ce que ça voulait dire, ou en tout cas, c'est très mal formulé. En réalité, quand on te dit de conserver la colonne vertébrale en position neutre sur du soulevé terre ou sur une planche horizontale, ce qu'on veut vraiment te dire, c'est que tu adoptes et maintiennes un alignement postural qui respecte les courbures naturelles de ta colonne vertébrale, à savoir une légère cambrure au niveau de tes vertèbres lombaires, une légère flexion au niveau de ta cage thoracique et enfin une légère cambrure au niveau de tes vertèbres cervicales. Comme tu peux le voir, avoir le dos en position neutre ne veut donc pas nécessairement dire avoir le dos plat. En respectant les courbures naturelles de ton dos, les divers éléments de ta colonne vertébrale, tes os, tes ligaments, tes muscles, tes tendons et tes disques intervertébraux vont ainsi pouvoir supporter les charges que tu soulèves de manière efficiente, tout en minimisant les risques de dommages collatéraux. Sache également que la position neutre du dos ne correspond pas à une position fixe, mais plutôt à une amplitude limitée au sein de laquelle ta colonne vertébrale peut se mouvoir, mais de façon minime, car tu fais appel à ta musculature abdominale et lombaire pour la stabiliser et la protéger au maximum. Par exemple, maintenir une position neutre au squat consiste à aligner au départ du mouvement ton bassin sur ta cage thoracique et ta cage thoracique sur ta nuque, puis à effectuer ton mouvement à partir de cette mise en place. Tu ne dois ni arrondir le bas du dos quand tu descends, ni te cambrer en projetant le pubis vers l'avant lors du verrouillage en haut du mouvement. À la planche horizontale, idem. Tu ne dois ni te cambrer, ni surélever les fesses. Si le bas de ton dos se creuse lorsque tu fais la planche, alors effectue une rétroversion du bassin en contractant les fesses et en rentrant le nombril. Ce basculement vers l'arrière de ton bassin va non seulement te permettre de mieux protéger ton dos, mais aussi de bien mieux mettre à contribution tes abdominaux. Le bracing. Dans la bouche de ton coach, ça ferait « contracte les abdos ». Effectuer un bracing consiste à faire bien plus que de simplement contracter les abdominaux. Il s'agit en réalité de créer et maintenir une pression intra-abdominale et intra-thoracique suffisamment puissante pour que ta colonne vertébrale reste stable sur ses différentes portions thoracique, lombaire et sacrale lorsque tu effectues un mouvement sous charge. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère de loin le terme contention abdominale au terme contraction abdominale pour traduire le mot bracing en français. Le but ici va en effet être de rigidifier ton tronc abdominal et lombaire, incluant ton transverse, tes obliques internes et externes, ton diaphragme, ton carré des lombes et tes éryteurs spinaux, pour qu'ils maintiennent puissamment et de concert ta colonne vertébrale dans une position neutre et stable, donc sécurisée tout au long du mouvement. En se rigidifiant, ces muscles vont en quelque sorte faire office de corset musculaire protecteur pour ta colonne vertébrale sur tous les mouvements lourds et explosifs que tu fais. Faire un bon bracing est donc hyper important sur n'importe quel mouvement lourd debout, du squat au soulevé terre en passant par toutes les variantes de développé où tu dois déployer une charge par-dessus la tête. Pour réaliser un bon bracing, prends ton abdomen en sandwich en plaçant tes mains de part et d'autre de tes flancs. Ceci fait, prends une inspiration et fais gonfler ton ventre latéralement dans tes mains. Tu dois sentir que ton estomac est en train de pousser tes mains vers l'extérieur. À partir de là, contracte ton abdomen comme si tu t'apprêtais à recevoir un coup dans le ventre. Maintiens ensuite cette pression intra-abdominale en effectuant un blocage respiratoire sur la phase difficile du mouvement, puis prends une petite respiration diaphragmatique sur la phase de relâche. Au départ de chaque répétition lourde, assure-toi de re-rigidifier ton abdomen, puis bloque ta respiration et fais la partie difficile de ton mouvement en apnée. La rétraction et la dépression de la scapula. Dans la bouche de ton coach, ça ferait « abaisse les épaules et serre les omoplates ». La mobilité de tes épaules est fortement influencée par la mobilité de tes omoplates. Plus ta scapula est mobile, plus ton numérus, qui est l'os de ton épaule, peut l'être à son tour sur tes développés et tes tirages. Une ceinture scapulaire peu mobile et instable va en revanche fortement compromettre la mobilité et la stabilité de tes épaules. À terme, ces anomalies positionnelles ou de fonctionnement de ta scapula vont alors favoriser un grand nombre de pathologies à l'épaule, dont le très répandu conflit sous-acromial, les blessures au niveau de la coiffe des rotateurs et la tendinopathie du chef-long du biceps. Et c'est pourquoi il est primordial que tes omoplates soient mobiles si tu veux éviter de te blesser à l'épaule. On distingue principalement 6 positions des omoplates. D'1, l'élévation, c'est le mouvement que tu fais quand tu shrugs. Et de 2, son antagoniste, la dépression, c'est le mouvement qui se produit quand tu tends les bras vers le sol. De 3, la rétraction,
c'est le mouvement qui se produit quand tu serres les omoplates. Et de 4, son antagoniste, la protraction, c'est le mouvement qui se produit quand tu tends un maximum les bras vers l'avant. De 5, la sonnette interne, c'est le mouvement qui se produit quand tu abaisses le bras sur le côté. Et de 6, son antagoniste, la sonnette externe, c'est le mouvement qui se produit quand tu élèves le bras sur le côté. Tu auras compris que selon l'exercice que tu réalises, tes omoplates vont devoir bouger différemment. Cela dit, on entend beaucoup de coachs insister, moi le premier d'ailleurs, sur l'importance de partir en dépression et en rétraction de la scapula, autrement dit de serrer les omoplates et de les abaisser avant d'entamer des exercices comme le développé couché, les tractions ou les tirages. Pourquoi ? Eh bien cela tient au fait que chez un grand nombre d'individus, la scapula est souvent de base en élévation et en protraction, voire en bascule antérieure. Visuellement, cela va se traduire par une hypersyphose thoracique, ce qui, en plus d'être disgracieux, va altérer la biomécanique des épaules, pouvant conduire ces individus à diverses blessures au niveau de la coiffe des rotateurs. Et c'est pourquoi, d'après mon expérience, la plupart des individus doivent travailler la capacité de leur scapula à partir en rétraction et en dépression, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il va falloir avoir les épaules abaissées et les omoplates serrées sur tous les exercices qu'on fait. Mais c'est un apprentissage moteur important. Sur un exercice comme le développé couché, le fait d'avoir les omoplates abaissées et serrées va en effet te permettre de mieux engager tes pectoraux tout en activant tes grands dorsaux, lesquels conféreront alors une base beaucoup plus stable à tes épaules. Sur la phase de poussée, tu laisseras par contre tes omoplates légèrement partir en protraction pour respecter le mouvement naturel du complexe épaule-omoplate, ce qu'on appelle en termes savants le rythme scapulo-huméral. J'avoue, cette vidéo était un peu longue et surtout très dense techniquement. Cela dit, si tu maîtrises ces 5 petits gestes techniques, pour rappel, le trépied, le hip hinge, la position neutre de la colonne vertébrale, le bracing abdominal et la rétraction et la dépression de la scapula ainsi que les autres mouvements de la scapula, alors je peux t'assurer que tes risques de blessure vont nettement diminuer et tes performances à la salle passer au stade supérieur. Bref, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications. Pour toute demande de coaching, tu auras tous les liens dans la barre de description de la vidéo ci-dessous. Sur ce, j'arrête de te solliciter. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.